Bonjour et bienvenue dans notre chronique cybersécurité. Je suis actuellement avec Benoît Grenalvad, expert en cybersécurité chez E7 France. Bonjour Benoît. Bonjour Jules Hervé. Nous allons parler aujourd'hui du télétravail. Quelles sont les règles à adopter pour mener le télétravail en toute sécurité? Alors, on va tout d'abord distinguer plusieurs maturités et plusieurs conditions de télétravail. L'entreprise, lorsqu'elle demande à ses employés d'être en télétravail, elle peut soit leur fournir le package complet tel qu'ils peuvent l'avoir quand ils sont en entreprise, ou alors, Oui. en fonction de sa maturité, eh bien, elle va peut-être leur demander de travailler sur leur propre machine. Et dans ces conditions, les recommandations vont être différentes. Dans la mesure où l'entreprise fournit des machines, des ordinateurs, peut-être même une connexion à Internet, eh bien, elle va pouvoir assez facilement appliquer ses propres règles de sécurité. Tandis que si l'utilisateur utilise sa propre machine, eh bien, il va être beaucoup plus compliqué pour l'entreprise d'imposer des règles, notamment de sécurité, d'usage, sur une machine qui n'est pas la sienne. D'accord. Et si le collaborateur utilise une machine de l'entreprise, quelles sont les conditions qu'il faut mettre en place pour s'assurer que les données sont en sécurité? Les premiers points à regarder sont notamment ce que l'on va ouvrir ou utiliser comme service dans l'entreprise. Si par exemple vous n'êtes pas totalement sur le cloud et que vous utilisez des applications métiers par exemple qui sont hébergées soit dans l'entreprise soit dans un cloud privé, eh bien on va faire attention à l'ouverture de ces services vers l'extérieur, à s'assurer qu'ils soient ouverts mais en sécurité. Cela veut dire accéder via un VPN avec de l'authentification forte si possible, et surtout ne pas ouvrir des services non sécurisés de type RDP sur Internet sans permettre un accès avec un VPN et des mots de passe forts. D'accord. Et est-ce qu'il faut renforcer la sécurité de son Wi-Fi à la maison, par exemple? Effectivement, sur le poste de travail, dans l'environnement de télétravail, c'est-à-dire à la maison, eh bien, il va falloir prendre en compte à la fois la sécurité du réseau, comme on le ferait en entreprise, c'est-à-dire Oui. à minima vérifier que son Wi-Fi est bien sécurisé, que les objets connectés qui sont connectés au Wi-Fi sont bien les siens et pas les autres, et pas ceux d'un voisin par exemple, ou Oui. d'un pirate. Mais également s'assurer que on va utiliser de manière raisonnée entre les usages pro et les usages perso les différentes machines et ou la machine si on n'en a qu'une. C'est également pour l'entreprise un très bon moyen soit d'instaurer, soit de renforcer, soit de contrôler les différentes règles qui sont mises en place pour assurer la cybersécurité à la fois de l'entreprise mais également de l'employé. Parce que c'est un bon moyen pour amener plus de cybersécurité sans pour autant limiter la productivité, mais de pouvoir accompagner l'utilisateur en lui expliquant quels sont les dangers qui pèsent sur l'entreprise si sa machine, de son fait ou pas, devient compromise. D'accord. Et quelles sont les recommandations à prendre concernant les applications de visioconférence? Alors, concernant les applications de visioconférence, ce qu'il est important de noter, c'est que on parle là d'une catégorie d'applications qui s'étend énormément, dont l'usage Oui. s'étend énormément et pas uniquement lié à la pandémie, mais bien au télétravail et au futur du télétravail qui sera le nôtre demain. Tout à fait. Et donc, je dirais que la confiance est à accorder à minima, parce qu'on en a besoin pour travailler. Et là, encore une fois, il va falloir accompagner les utilisateurs dans les bonnes pratiques, à savoir, par exemple, mettre des mots de passe forts à la fois sur son compte, mais également des mots de passe pour l'entrée dans la salle de réunion. Et si possible, si le système le permet, voire même faire une salle d'attente dans laquelle on va laisser les invités, les futurs invités, arriver Oui. et vérifier que ce soit bien celui que l'on attend qui soit en attente de rentrer dans cette salle. D'accord. Et concernant l'application de visioconférence Zoom, est-ce qu'il faut l'utiliser au sein des entreprises ou pas? Alors, Zoom a fait effectivement les gros titres récemment. Oui. Ce qu'il faut vérifier, c'est la maturité de l'entreprise,
son origine, certainement, en fonction des documents que l'on va traiter ou que l'on va vouloir y partager. Cette société est-elle conforme au RGPD ou à d'autres réglementations liées à la protection des données ? Et puis, on va également vérifier si cette entreprise a une bonne réaction face à ces failles et au traitement de celles-ci. On l'a vu, Zoom a plutôt bien réagi. Il est clair que quand on a déployé massivement une application, sauf cas de force majeure, surtout en période de télétravail, il peut être compliqué de déployer une autre application. Et dans ce cas-là, encore une fois, eh bien, on va pouvoir sensibiliser l'utilisateur. On va pouvoir lui rappeler les bonnes pratiques à respecter, à observer lorsque l'on se connecte à une application qui va de fait recevoir un certain nombre d'informations et peut-être parfois confidentielles. Et c'est à mon avis également l'occasion pour commencer à embrayer sur la DLP. C'est-à-dire que on va pouvoir commencer par cette sensibilisation à appuyer sur des étapes peut-être qui n'ont pas encore été mises en place en fonction, encore une fois, de la maturité de l'entreprise, sur la classification des documents, ce que l'on va être en mesure de pouvoir partager en interne à certaines personnes, à l'extérieur. Là, il y a une prise de conscience qui à mon avis, est utile pour l'ensemble. Et puis, encore une fois, c'est aux services informatiques, aux services de cybersécurité, non pas seulement de montrer l'exemple, mais surtout de donner un cadre et d'accompagner et de pouvoir comme ceci faire autre chose qu'une charte de cybersécurité qui risque de faire un certain nombre de pages, mais plutôt des guides d'accompagnement. Et pour cela, il y a deux sites de référence et j'en ajoute un troisième. Le premier, c'est Cybermalveillance, où on va vraiment s'adresser à l'utilisateur en tant que particulier, lui donner des bonnes idées pour pouvoir améliorer sa propre sécurité et faire le parallèle avec la cybersécurité de l'entreprise. Le site de l'ANSSI, qui regorge également d'informations plutôt à destination des administrateurs. Et puis ensuite, le site des aides, welivesecurity.fr, qui est un blog sur lequel on va pouvoir trouver un grand nombre d'informations. Et encore une fois, compte tenu de sa maturité, eh bien, on n'accédera pas aux mêmes informations, mais en tout cas, c'est très très riche et il faut se renseigner et accompagner ses utilisateurs. D'accord. Une dernière question. Comment se préparer face à la reprise de l'activité au sein des organisations ? J'imagine que les collaborateurs vont se déplacer forcément avec des données potentiellement qui contiennent des virus, on va dire. C'est exactement une des menaces que l'on va rencontrer. Et là, encore une fois, on va s'appuyer sur, à la fois sur des experts et des professionnels, parce que lorsque l'on va faire revenir ses employés, tout ou partie, par vague, eh bien, on va potentiellement faire revenir dans l'entreprise des menaces. Pour autant, si on est une entreprise à faible maturité en cybersécurité et de 10 employés, on n'aura pas le même comportement qu'une très grande entreprise qui va certainement avoir peut-être 2, 3 000, 4 000, 10 000 collaborateurs à faire revenir. Si on est une petite et moyenne entreprise, eh bien, avant de faire revenir les employés, on peut peut-être demander l'aide d'un prestataire de service qui va nous aider à réaliser une checklist. Cette checklist, on peut soit la faire exécuter à distance avec différents outils, notamment de prise de main à distance, ou on peut faire revenir l'employé puis lui demander sa machine le temps qu'il fasse le tour de tous les collègues qu'il n'a pas vus physiquement depuis un moment et faire cette checklist sur un réseau distinct. Vous voyez, par exemple, si on a les moyens, si on est une grande entreprise, on va peut-être avoir mis en place un NAC, Network Access Control, qui fait que la machine, si elle ne correspond pas à certains standards de cybersécurité, sera mise à part. Mais là, on parle de systèmes coûteux et complexes. Quand on est une petite et moyenne entreprise, on le fera plutôt à la main. Et encore une fois, il faut savoir ce contre quoi on se bat et quels sont les moyens que l'on met en face, quels sont les budgets, les ressources humaines. Bien souvent, se faire accompagner par un professionnel, c'est très très important. Et puis
Et puis on va comme ça pouvoir faire face aux principales menaces. Et ça c'est vraiment important parce que on ne peut pas faire face à toutes les menaces. Il faut à un moment faire des priorités, faire des choix. Et d'ailleurs dans ce sens, je vous invite à consulter le Threat Report, donc le rapport sur les menaces du premier trimestre 2020 que nous avons sorti, que nos laboratoires ont mis à disposition sur le blog We Live Security. Et donc on y verra notamment que les ransomware, bien entendu, surfent sur la pandémie, sont en croissance. Encore une fois, la sensibilisation est très importante parce que les ransomware sont majoritairement envoyés par du phishing. Tout à fait. Et donc il est important de savoir contre quoi on va faire face et ainsi pouvoir mieux se préparer pour accueillir ses employés. D'accord. Merci beaucoup Benoît. Merci Jules Hervé.